Les titres de l'actualité, 6 morts, plus de 3000 personnes intoxiquées dans le métro de Tokyo par des gaz toxiques mortels. Les enquêteurs privilégient la piste de l'acte criminel. Procès OM Valenciennes, interview exclusive du juge Béfi qui nous parle de ses rapports avec Bernard Tapie pendant l'instruction et des pressions politiques. Corse, 35 attentats la nuit dernière et une manifestation de fonctionnaires toujours en grève. Campagne présidentielle, l'invité ce soir, M. Charles Pasqua. Autre événement politique ce soir, M. De Villiers, invité de la France en direct. Ce sera à partir de 20h50. Et puis en fin de journal, Guy Bedos, Martine Aubry, les parrains d'un spectacle monté par des jeunes de Vaux-en-Velin et qui débute ce soir à Paris. Madame, Monsieur, bonsoir. 6 morts, plus de 3000 personnes intoxiquées par des gaz chimiques mortels ce matin dans le métro de Tokyo à l'heure de pointe. Les enquêteurs n'ont pratiquement plus de doute sur l'origine criminelle de cette affaire qui traumatise le Japon tout entier. Hervé Brusini. Comme dans une guerre chimique, ils partent à l'assaut d'un ennemi invisible caché dans le métro. C'est bien cela que les Japonais semblent avoir vécu ce matin en pleine heure d'affluence. Difficultés respiratoires, nausées, maux de tête, coma, 6 morts, 11 personnes dans un état sérieux, 3300 banlieusards et agents du métro touchés par un gaz. De fait, une odeur nauséabonde les avait avertis du danger vers 8 heures. Tous ont tenté de fuir, les voyageurs des 3 lignes qui conduisent au cœur de la capitale. Certains témoins déclarent avoir aperçu des hommes déposer des colis sur le quai ou même dans des rames. Il y avait un liquide qui coulait là, dit l'employé du métro. De fait, les experts pensent avoir réuni les emballages de ces mystérieux paquets, des journaux, des sacs en plastique, autant d'indices qui ne font plus guère de doute pour les autorités. Il s'agit selon elles d'un acte criminel visant à tuer le plus grand nombre possible de gens. L'arme, vraisemblablement un gaz de combat hypertoxique, le sarin. 300 enquêteurs traquent dans leurs archives le moindre élément d'explication. Il est vrai qu'en juin dernier, ici, au cœur du pays, 7 personnes étaient décédées, empoisonnées au sarin. À l'époque, les investigations n'avaient pas abouti. Plus récemment, au mois de mars, des présences suspectes de gaz avaient été décelées dans un train et déjà dans le métro. Aujourd'hui, toute une population déjà traumatisée par le tremblement de terre de Kobe exige la vérité sur cette affaire. On met en cause une secte, des groupes extrémistes, mais pour l'heure, aucune piste précise. Nous étions dans le pays de la sécurité, dit cette femme. C'est affreux ce qui nous arrive. Le mythe d'une nation qui se préserve de tous les dangers vient d'être à nouveau sévèrement ébranlé. Avec nous de Tokyo, Sophie Malibaud, qui est journaliste française au Japon. Sophie Malibaud, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on a une idée ce soir, bien sûr, de ce qui a pu se passer dans ce métro de Tokyo? On va y venir dans un instant, mais tout d'abord, l'ampleur du traumatisme des Japonais, parce qu'ils viennent de subir le tremblement de terre de Kobe, cet accident ou cet acte terroriste du métro de Tokyo ce matin. On peut dire que la population est en état de choc, une fois de plus. C'est un petit peu comme si les trains ce matin, en pleine heure de pointe, semaient la mort et la panique sur leur passage. Plus de 3000 personnes ont été affectées et surtout les meurtriers présumés ont agi en plusieurs endroits simultanément, ce qui fait que tout cela a contribué à alimenter la psychose dans Tokyo. Au Japon, ça n'est pas la première attaque, si je puis dire, de ce genre. Il s'est passé un événement comparable il y a quelques mois de cela dans une autre ville du Japon. Oui, alors il ne s'agissait pas d'un accident dans le métro, mais il y a le 27 juin dernier à Matsumoto, dans le centre du Japon, il y a eu également empoisonnement au gaz sarin et il y a eu également 8 morts et 200 blessés. Ça fait donc 2 fois en moins d'1 an. Et à ce moment-là, on avait conclu à un acte de terrorisme ou bien est-ce qu'on avait conclu à un accident à l'époque? Non, l'enquête n'a pas permis de conclure à un acte terroriste ou criminel quel qu'il soit. Seulement cette fois-ci, justement, la thèse de l'attentat, même s'il n'y a pas de revendication politique, la thèse de l'attentat est mise en avant. On a parlé d'une secte religieuse qui serait peut-être à l'origine de ces attentats. Oui, c'est une des pistes, car cette secte religieuse était évoquée dans le cas précédent, notamment parce que des malaises semblables ont été ressentis dans les parages de la secte, et celle-ci n'a jamais voulu s'ouvrir aux enquêteurs. Les sectes religieuses sont très protégées au Japon, et il n'est pas du tout facile de mener l'enquête dans ces eaux-là. Merci Sophie Malibaud.
Alors les gaz qui ont intoxiqué les passagers du métro de Tokyo pourraient donc être plusieurs substances mortelles qui figurent d'ailleurs dans les stocks d'armements chimiques dont se sont dotés un certain nombre de pays. Ces gaz ont pour première conséquence l'attaque du système nerveux entraînant un arrêt cardiaque. Françoise David, Patrice Pellet. Dans ce flacon, du sarin, ce produit neurotoxique mis au point entre les deux guerres par des chimistes allemands pour améliorer l'efficacité des insecticides. Plus tard, les nazis en firent un armement chimique dont finalement ils ne se servirent pas. À l'état de gaz, la substance est mortelle. Les premiers troubles sont respiratoires, neurologiques et digestifs, à type de diarrhée, difficulté respiratoire et quelquefois convulsions. Et assez rapidement, en cas de dose massive, la mort survient par arrêt respiratoire. Seuls les États-Unis et l'ex-Union soviétique possédaient, au dire des experts internationaux, cette substance. Pourtant, l'on a appris à l'issue de la guerre du Golfe que l'Irak en détenait également. Depuis, ces stocks ont été détruits sous contrôle international. Mais une fabrication artisanale reste encore possible. En ayant de relatives notions de chimie et compte tenu que l'étape finale de synthèse consiste à faire réagir un alcool sur un composé phosphoré particulier, qu'il est difficile de se procurer, sauf à travailler dans des usines qui utilisent ces structures pour faire des insecticides, l'étape finale est assez aisée à obtenir. Le ou les criminels qui ont répandu ce matin le poison ont peut-être fabriqué eux-mêmes le produit mortel. Si ce n'est pas le cas, l'hypothèse d'un trafic international doit être envisagée. Le procès OM Valenciennes, chaque jour son rebondissement là-bas. Ce soir, il s'agit d'une interview exclusive de France 2 du juge Béfi qui a instruit l'affaire et qui fait état de pression politique pendant l'instruction. Nous allons y revenir dans un instant, mais avant cela, le récit d'une journée consacrée aux plaidoiries des parties civiles avec comme cible unique Bernard Tapie. Dominique Verdeillan, Alain Dubas, reportage. Quand Bernard Tapie arrive au palais de justice, les applaudissements alternent avec les sifflets, les autographes précèdent les séances de photos. Non, on a une photo à faire, s'il vous plaît. Non, mais pas maintenant. S'il vous plaît, allez, s'il vous plaît. Non, mais se mettre à sourire. Tapie qui sourit de force dehors, mais qui grimace dedans. Car à l'audience, le portrait dressé par l'avocat de Jacques Glassman, le joueur de Valenciennes qui a déclenché l'affaire, n'est pas du même acabit. Tapie, Hassen, maître Dupond-Moretti, vous traînez dans la boue tous ceux dont vous n'avez plus besoin, Glassman, Bernès et Corinne Krajewski. Mais l'avocat n'oublie pas pour autant le maire de Béthune. Mélic, dit-il, est au mensonge que l'échelle de Richter est au séisme. Quand deux ministres, poursuit-il, utilisent les menaces, les pressions, la violence, cela s'appelle des méthodes fascistes. Bernard Tapie quitte alors la salle d'audience en pleine plaidoirie des parties civiles. Quand vous entendez des ministres de la République dire publiquement qu'ils ont menti devant le tribunal chargé de rendre un jugement au nom du peuple français, je trouve quand même qu'il y a matière à s'inquiéter. Quand un ministre se charge de donner un faux alibi à un autre ministre, je dis que là aussi, il y a matière à s'inquiéter. Bernard Tapie qui cherche à atténuer l'effet Mélic. Jacques Mélic a écrit ce matin au président du tribunal pour lui dire ce qu'il a dit il y a 2 jours à la presse. « Je regrette d'avoir menti », écrit-il, le cœur l'a emporté sur la raison. Aveu et excuses tardives de la part d'un homme qui, comme Bernard Tapie, sait qu'il sera jugé par les magistrats avant de l'être par les électeurs. Le juge Béfi, donc, qui a instruit le dossier de l'affaire de corruption présumée OM Valenciennes, a accepté de répondre aujourd'hui aux questions de nos reporters Benoît Gadret, Dominique Mas. Il ajoute, vous allez le voir, encore un peu plus au malaise qui plane au-dessus de cette affaire. Il raconte notamment les pressions politiques qui ont pesé sur lui pendant l'instruction et comment lui a considéré l'intervention publique de M. Mitterrand le 14 juillet 1993, défendant Bernard Tapie, comme une pression directe sur son enquête. M. Béfi. Je ne peux passer sous silence cette intervention du président de la République le 14 juillet 1993 qui est venu doctement m'expliquer que ma foi, je n'avais pas à chercher les responsabilités du côté des dirigeants de l'Olympique de Marseille, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de mobile, ils n'avaient pas de raison d'acheter le match, a dit le président de la République, donc ils ne croyaient pas à la subornation. Je m'étonne quand même de la part du plus haut magistrat de la République, de quelqu'un qui, en vertu de la Constitution, est le garant de l'indépendance judiciaire. Je m'étonne aujourd'hui publiquement, puisque à l'époque j'étais quand même lié par le secret d'instruction, je m'étonne publiquement, je n'ai pas voulu polémiquer, je m'étonne publiquement quand même de l'attitude du chef de l'État sur ce dossier. Bernard Tapie a souvent dit, le but dans cette affaire, c'était de se faire tapis.
Est-ce que c'était votre but? Absolument pas. Moi, en tant que magistrat, je n'ai absolument pas à me faire l'instrument d'un quelconque parti politique. Vous savez, Bernard Tapie, quand il arrive dans un bureau de juge d'instruction, il enlève son imperméable, il va le déposer au porte-manteau. Il me félicite pour le dessin de ma fille qu'il voit accroché à un mur. Il me demande des nouvelles la petite dernière. Donc, vous savez, on a eu droit, et puis cela s'est confirmé au cours du procès, à toute la palette du charme que peut avoir cet homme à l'égard de ses interlocuteurs. Donc, il y a eu des moments où les relations ont été détendues, d'autres beaucoup plus tendues. Monsieur Tapie, je crois, résiste mal au fait qu'on lui résiste. Lorsque je vois des prévenus, mais c'est déjà le cas à l'instruction pour des personnes mises en examen ou même pour des personnes qui n'étaient pas encore mises en examen, lorsque je vois ces personnes faire des déclarations devant les caméras, se répandre dans la presse, avant même d'en informer le magistrat instructeur ou le tribunal qui doit statuer, j'avoue que c'est manifesté par là un certain mépris de l'institution judiciaire, mépris qui, je l'avoue, est assez choquant de la part de représentants du peuple. Est-ce que vous regrettez, notamment en ce qui concerne Jean-Pierre Bernès, qu'il ait fait des aveux tardifs? Écoutez, évidemment, j'aurais préféré que ces aveux interviennent beaucoup plus rapidement, ne serait-ce que pour qu'on puisse établir si ces aveux correspondent à la réalité ou pas. Pour que l'on puisse vérifier un certain nombre d'éléments matériels qui sont fournis à l'appui de ces aveux. Le fait que ces révélations interviennent plus d'1 an et demi après les faits ne va pas faciliter la recherche de ces preuves. Monsieur Pasqua, on ne vous a jamais entendu, j'ai l'impression, parler de cette affaire OM Valenciennes. Et pourquoi voulez-vous que je parle de l'affaire OM Valenciennes? C'est un problème qui actuellement est pendant devant la justice. C'est à elle de jouer son rôle. Je n'ai pas à faire de commentaires. Je vous ai vu tiquer lorsque vous avez entendu le juge Béfi parler d'un certain mépris de la justice. Mais par exemple, dans des affaires récentes comme... Ah non, il ne faut pas que vous interprétiez, que vous mettiez maintenant à dire que j'ai tiqué ou pas tiqué. J'ai vu que ça vous intéressait, vous avez marqué. Ah ben oui, naturellement, parce que j'entends le juge d'instruction, à l'époque chargé de l'affaire, se plaindre de ce que l'intervention du président de la République, l'intervention publique pouvait être interprétée comme une pression sur la justice. Évidemment, ça interpelle. On peut se demander simplement pourquoi il ne l'a pas dit plus tôt. Et dans une autre affaire, par exemple, comme l'affaire des écoutes Schuller-Maréchal, vous n'avez pas l'impression que les policiers qui dépendent de vous ont peut-être un petit peu interféré sur Non, pas du tout. Les policiers ont fait leur métier. Ils l'ont fait conformément à la pratique habituelle et à la législation. Vous ne regrettez rien de ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que vous voulez que je regrette? Je ne sais pas, je vous pose la question. Mais je vous réponds. Pas de regret. Bien, on se retrouve dans un instant. En bref encore, l'association Droit au logement a manifesté aujourd'hui à Paris, occupant pendant quelques heures le siège de la Caisse des dépôts et consignations. Il s'agissait pour les manifestants de protester contre l'évacuation hier de squatteurs d'un immeuble de Toulouse qui appartient justement à cette Caisse des dépôts. En bref encore, Air Inter est en grève aujourd'hui et jusqu'à demain soir minuit avec des manifestations sur les pistes de l'aéroport d'Orly et à proximité. Les 2 tiers du trafic ont pu être assurés. Les syndicats craignent en fait qu'à terme Air Inter n'existe plus en tant que tel et soit intégré au sein de la compagnie Air France. 2 événements aujourd'hui en Corse. Une manifestation des fonctionnaires toujours en grève. La nuit dernière, 40 attentats également contre des banques ou des services publics revendiqués par le FLNC Canal Actuel, l'une des branches des indépendantistes corses. Ces attentats sont condamnés d'ailleurs par les syndicats corses. Frédéric Crotta, sur place. On n'avait pas vu cela depuis très longtemps. 40 explosions simultanées en pleine nuit dans toute la Corse. Quelques agences bancaires étaient visées, mais ce sont surtout des bâtiments d'administration en grève qui ont été la cible des plastiqueurs. Dirigée apparemment contre le gouvernement, cette action symbolique a été condamnée par les grévistes. Grévistes qui entamaient ce matin leur 4e semaine de grève. Il y a une volonté aujourd'hui de dire aux agents grévistes de reprendre le travail. Pour nous, je pense que c'est une intimidation qui est vouée à l'échec. D'ailleurs, tous les votes ce matin ont reconduit la grève. Socioprofessionnels, gouvernement, plastiqueurs, ce n'est pas notre problème. Nous voulons sortir de ce conflit avec les revendications satisfaites pour les salariés. Nous sommes nombreux. On fait des équipes et
on occupe la trésorerie. Figure de proue de ce mouvement, les employés du Trésor de Bastia ont décidé à l'unanimité d'occuper leurs locaux. Acte suivant, dans un théâtre archi-comble, les fonctionnaires montrent leur détermination à aller jusqu'au bout et obtenir leur prime de vie chère. La force, un camarade l'a dit tout à l'heure, il suffit de regarder ce qui se passe pour voir qu'elle est en marche et que rien ne va l'arrêter. Indéniablement, le mouvement s'enlise. L'ensemble de l'île attend maintenant de connaître les véritables intentions du gouvernement. Monsieur Pasqua, puisque vous êtes là aussi, un mot sur la Corse. Vous avez fait des propositions, vous vous y tenez pour l'instant, et pourtant la grève continue. Ajoutez à cela des attentats. Je crois que le gouvernement a fait beaucoup pour la Corse. Plus que personne et plus que jamais. Nous avons apporté à la Corse beaucoup. Nous avons incité les Corses à établir un plan de développement régional. Le gouvernement a accompagné tout cela avec beaucoup de moyens, la communauté européenne aussi. Il est bien évident, d'autre part, que la grève n'arrange rien. Le gouvernement a fait des propositions. Je crois qu'il est allé aussi loin qu'il le pouvait. Si cela continue, eh bien, ça aura des conséquences redoutables pour l'économie de l'île. Le moment est venu pour chacun de faire preuve un peu de raison. Vous n'irez pas plus loin, malgré la grève. Ce n'est pas à moi d'aller plus loin. Moi, je ne suis pas ministre de la fonction publique. Oui, mais vous êtes intervenu en Corse en tant que ministre de l'Intérieur. Vous avez envoyé des émissaires. Non, je ne suis pas intervenu en tant que ministre de l'Intérieur. Un de mes collaborateurs qui appartient à mon cabinet et qui est préfet délégué et qui connaît bien les problèmes de la Corse a été envoyé par M. Rossino rencontrer les responsables. Il l'a fait. Mais ce n'est pas nous qui conduisons les négociations. Ce n'est pas notre rôle. L'actualité internationale maintenant. 52 pays d'Europe ont signé aujourd'hui un pacte de stabilité et de bon voisinage concernant notamment les anciens pays du bloc soviétique qui s'engagent à préserver les minorités étrangères qui vivent sur leur sol actuellement. C'est l'une des conditions d'ailleurs de leur entrée dans l'Union européenne. Cette initiative du Premier ministre a donc trouvé une conclusion provisoire mais officielle aujourd'hui à Paris. Nouvel attentat aujourd'hui en Algérie, c'est encore la presse qui est visée. Une journaliste vedette de la télévision algérienne a été très grièvement blessée, vous la voyez sur ces images, elle est dans le coma ce soir, sa sœur qui l'accompagnait a elle été tuée par les terroristes. L'écrivain Salman Rushdie a bien choisi le moment de sa visite en France. Il a été reçu en effet par tous les candidats à la présidence et M. Juppé a assuré que la question de sa condamnation à mort par l'Iran serait débattue par le prochain Conseil des ministres des Affaires étrangères européens. Patricia Coste. Une tournée de chefs d'État pour Salman Rushdie. Il les a tous vus. M. Balladur ce matin, puis M. Chirac et M. Jospin. Ils ont tous promis de faire pression sur l'Iran autrement qu'avec de bonnes paroles. Mais c'est M. Juppé, en tant que président du Conseil européen en exercice, qui a été le plus précis. Il a promis de faire pression sur ses homologues le 10 avril, dont acte, pour que l'Iran abandonne ses menaces de mort contre Rushdie. Et c'est possible, d'après le principal intéressé. La preuve, ce communiqué qui émane de l'ambassadeur d'Iran au Danemark, qui a écrit ceci. Que l'Iran ne veut pas exécuter le fatwa en Danemark. Alors, si c'est possible de le dire en Danemark, c'est possible de le dire partout. Et nous demandons que maintenant, tous les ambassadeurs d'Iran, faut le dire. Un précédent positif, le Danemark n'est pas en période électorale. Je ne sais pas quoi, décidément, tous les sujets vous concernent de près ou de loin ce soir. Sur M. Rushdie qui dit ce qu'a fait le Danemark, eh bien, on peut le demander à la France, que la France demande à l'Iran de supprimer cette condamnation à mort. Je crois que le gouvernement a déjà dit ce qu'il avait à dire là-dessus. L'Iran n'est pas le seul pays à ne pas respecter les droits de l'homme, mais c'en est un. Et il est bien évident que personne ne peut accepter ce genre de condamnation. Je crois que si tous les pays arrêtaient une démarche identique, je suis persuadé que l'Iran reverrait sa position. Vous êtes prêt, vous pensez que le gouvernement français, M. Balladur et vous-même sont prêts à le faire? Tout à fait, oui, absolument. Dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent? Ah ben ça, je le crois, oui. Seulement, une démarche isolée ne signifie rien du tout. D'abord, une démarche au niveau des 15. Alain Juppé vient de dire que le 15 ou le 16 avril prochain, il va y avoir une réunion des ministres des Affaires étrangères des 15, qui est d'abord une démarche à ce niveau. Puis enfin, les Nations Unies, ça doit servir à quelque chose, non?
Alors, on va en venir à la politique avec tout juste avant un reportage, vous allez voir. En France, il y a un nouvel élément, Monsieur Pasqua, dans la campagne présidentielle. Le journal Le Monde publie cet après-midi les déclarations d'impôts 94 de tous les candidats à la présidence, sauf Monsieur Le Pen, qui a refusé, lui, de répondre. Elisabeth Esley. Pour 1993, Édouard Balladur a payé 958 578 francs d'impôts, dont 400 000 francs de plus-value sur des titres qu'il a vendus à son arrivée à Matignon. Le Premier ministre n'a pas voulu communiquer le montant de sa base imposable. Pour Jacques Chirac, un impôt de 934 026 francs pour un revenu imposable d'1 919 450 francs. Selon lui, un revenu exceptionnel en 1993 suite à une vente de terrain par Madame Chirac. Lionel Jospin, lui, a payé 91 322 francs pour une base imposable de 608 870 francs. Explication de l'écart important entre les deux chiffres, M. Jospin a 2 enfants à charge et il verse une pension alimentaire à sa première femme. Jean-François Horry, 67 677 francs d'impôt sur le revenu. Robert Hue, 43 266 francs. Philippe de Villiers, lui, a payé beaucoup moins, 19 525 francs d'impôt pour un revenu imposable de 429 190 francs. La différence s'explique par le nombre élevé de parts déclarées, M. de Villiers étant père d'une nombreuse famille. Antoine Wechter, 14 858 francs d'impôt pour 2 parts et demie déclarées. Alors qu'Ardette Laguillet, avec une seule part, a payé 11 687 francs, son revenu imposable provenant de son salaire du Crédit Lyonnais qui s'élève à 82 930 francs. Dominique Voynet est la seule candidate non imposable. En 1993, son revenu s'est élevé à 124 983 francs, mais le fisc a pris en compte des frais réels pour un montant de 51 252 francs. Enfin, aucun chiffre pour Jean-Marie Le Pen qui n'a rien voulu dévoiler. C'est donc Édouard Balladur qui a payé le plus, talonné par Jacques Chirac. Les écarts sont plus importants entre les suivants, avec, en fin de liste, Dominique Voynet, non imposable. Monsieur Pasqua, qu'est-ce que ça vous inspire, le fait qu'on ne soit jamais allé aussi loin, finalement Je crois que les candidats soient amenés à déclarer ce qu'ils ont payé au fisc, ça me paraît tout à fait normal. On voit ainsi que le fisc prend une bonne part des revenus, ce qui n'est pas une nouvelle bouleversante. Alors, Monsieur Pasqua, on est là pour parler de la campagne présidentielle. En fait, vous dites, aujourd'hui, je vous ai lu dans un article qu'a publié Le Monde, vous dites qu'il y a une erreur de campagne, on aurait dû parler plus de rupture que de suite pour ce qui concerne M. Balladur. En fait, est-ce que ce que vous reprochez au Premier, c'est finalement de ne pas avoir fait de campagne dès le début, par exemple? Non, d'abord, je ne reproche rien du tout. Je suis à la fois acteur et aussi un peu spectateur, ce qui est plus difficile. J'essaie donc de voir les choses comme elles se passent. Je crois que ce qui est très difficile, je l'explique d'ailleurs dans cet article, c'est que Édouard Balladur a donné le sentiment aux Français qu'il était une sorte de coprésident. Or, il est bien évident qu'à l'occasion des élections présidentielles, les Français veulent qu'on leur parle de l'avenir, et pas seulement de la gestion que l'on vient d'assumer. D'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais tout le monde le sait, on n'est pas jugé, on n'est pas élu en fonction des services rendus, donc il faut incarner une certaine rupture. C'était quoi la rupture? Ça voulait dire quoi, par exemple? La rupture, ça voulait dire, on a fait pendant 2 ans ce qu'on a pu, compte tenu du système de cohabitation dans lequel nous sommes, mais il est bien évident que nous avons l'intention de faire autre chose, d'aller plus loin dans un certain nombre de domaines. C'est d'ailleurs ce que Édouard Balladur dit maintenant. Peut-être aurait-il fallu le dire un peu plus tôt, et surtout, ce que nous faisons maintenant, c'est-à-dire aller sur le terrain à la rencontre des gens, peut-être fallait-il le faire également un peu plus tôt. C'est quand même un reproche, ça. Non, c'est pas un reproche, c'est une constatation. Partant de ce constat, les moyens existent pour redresser la situation. Je ne suis pas porté à me lamenter sur la situation. Je suis porté à réagir. Voilà. Il y a un petit détail dans votre propos qui ne m'a pas échappé. Vous avez dit « je suis à la fois acteur et spectateur ». Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas totalement engagé dans cette affaire? Si, je suis engagé. Mais en même temps, ça ne m'empêche pas, je l'espère, de porter un regard clair et lucide sur tout ce qui se passe. Alors, vous avez fait plusieurs fois campagne avec M. Jacques Chirac. Oui. On se souvient de celle de 80, on se souvient de celle de 88. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, étant donné ce qui se passe, qu'il est en avance dans les sondages, qu'il est bon, qu'il a changé? Et il a changé sans vous? Mais de toute façon, qu'il ait changé avec ou sans moi, ça n'a aucune importance. Non, mais est-ce qu'il vous est pas... On n'est pas élu... Non, mais écoutez-moi. On n'est pas élu président de la République en fonction des conseils que l'on reçoit, ni des amis que l'on a.
On est élu président de la République en fonction de ce que l'on est et de l'image que les Français se font de vous. Que Chirac fasse une bonne campagne, ça me paraît évident. Personne ne dit le contraire. Bon. Mais ça n'est pas suffisant pour être élu. Nous avons encore 5 semaines devant nous. Il s'agit pour les Français, le moment venu, non pas de porter un jugement sur la campagne, mais de dire quel est le plus apte et le plus compétent pour diriger le pays. C'est là-dessus que les Français se détermineront. Nous avons encore 5 semaines pour leur démontrer que le plus apte et le plus compétent, c'est Édouard Balladur. Le plus apte, le plus compétent, le plus raisonnable, mais finalement vous oubliez de nous parler de l'image. Il y a quand même du marketing dans une campagne présidentielle. Il y a une image que donne aujourd'hui M. Chirac. Oui, mais je ne crois pas que l'image que donne M. Chirac soit le résultat du marketing. Je crois que, pas plus que celle de M. Balladur. Ce n'est pas un problème de marketing. On n'est pas en train de vendre une lessive, n'est-ce pas? Et vous savez mieux que moi, par exemple, que la télévision est un révélateur et que les gens voient bien si lorsque vous parlez, vous êtes sincère ou si vous êtes en train de jouer un rôle. Et bien voilà. Il faut que chacun se présente tel qu'il est. Et en ce qui concerne Édouard Balladur, qui a beaucoup de qualités, il faut qu'il sorte un peu de sa réserve et qu'il se montre davantage aux Français tel qu'il est, comment il voit la France. Parce que finalement... Est-ce que s'il change, lui, M. Pasqua, est-ce que s'il change, c'est pas trop tard? Est-ce que ça ne va pas paraître parfois un petit peu à la limite du ridicule de trop changer au dernier moment? Non, mais il ne s'agit pas de changer. Il s'agit de dire clairement aux Français l'image que l'on a de l'avenir. Ce que l'on veut faire, comment on voit l'évolution de ce pays. C'est cela qu'il faut dire. Alors à ce propos, vous dites que la politique que prône M. Chirac, son programme politique, économique et social notamment, eh bien, il ne pourra pas l'appliquer s'il veut rester dans l'Europe, s'il veut rester en conformité avec les accords de Maastricht. Je ne dis pas qu'il ne pourra pas l'appliquer, je dis qu'on ne peut pas à la fois prôner l'augmentation des salaires, une certaine relance de l'économie, ce qui est tout à fait estimable, mais dans le même temps dire qu'on va respecter les critères prévus par le traité de Maastricht. C'est marrant, les deux ne sont pas compatibles. Passez-moi l'expression quand je dis c'est marrant, c'est drôle, ça n'a pas fait du tout bondir M. Giscard d'Estaing, qui est un Européen, ou des personnes comme M. Charles Millon, qui est président du groupe EDF. Ils n'ont pas l'air de trouver que le programme de M. Chirac est en contradiction avec l'Europe. Ça, c'est leur problème, c'est pas le mien. Ça vous étonne, vous, que M. Giscard d'Estaing soit plutôt du côté de M. Chirac? Mais rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. C'est leur problème. Je redis simplement ceci. Il faut dire la vérité aux Français. À l'occasion d'une campagne présidentielle, il ne s'agit pas de leur promettre n'importe quoi, de leur dire que demain on va pouvoir faire ceci et cela, parce que les promesses dans le cadre d'une campagne présidentielle, ça engage. Et je dis également dans mon article, vous l'aurez lu, je l'espère, en entier, que notamment les salariés ont consenti beaucoup de sacrifices au cours des années passées, qu'ils veulent leur part des fruits de l'expansion et que nous aurons donc à arbitrer entre la part de la croissance qui doit être affectée à la diminution du déficit budgétaire et ce qu'on peut accorder à leur revalorisation des salaires. Il est là le vrai problème, il n'est pas ailleurs. Et on ne peut pas faire les deux tels qu'on est en train de nous l'expliquer. On fera l'un ou l'autre. Ou bien alors on dira que les convergences prévues par le traité de Maastricht, on verra ça dans 5 ou 6 ans. Alors, M. Pasqua, si je vous dis M. Balladur va aller jusqu'au bout, vous allez me répondre oui. Mais est-ce qu'il y a objectivement... C'est à lui qu'il faut poser la question, mais je crois qu'il est bien évident qu'il va... Mais est-ce qu'il y a objectivement un seuil dans les sondages au-dessous duquel on ne peut pas se maintenir, même pour un premier tour? Non, je ne crois pas du tout ça. Je crois que les sondages sont une photographie, tout le monde le sait, de l'opinion à un moment donné. Mais je dois dire que lorsque je voyage dans la France profonde, je n'ai pas du tout le même sentiment qu'en lisant les sondages. Qu'est-ce qui fait que M. Balladur peut se retrouver encore aujourd'hui au second tour? Parce qu'on dit qu'il est 3e derrière M. Jospin. Est-ce que c'est une mauvaise campagne de M. Jospin, une très bonne campagne de M. Balladur? Probablement les deux. Est-ce que vous imaginez, vous l'avez déjà imaginé le lendemain du premier tour, vous avez dit dès le soir du premier tour on peut se réconcilier? Comment va se passer cette semaine? Imaginons que M. Chirac arrive largement en tête, que M. Balladur ne soit pas au second tour. Qu'est-ce qui va se passer? Pas de politique fiction, nous en parlerons le soir du premier tour. Mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire. De toute façon, il y a la campagne électorale, il y a les élections présidentielles et après il faut gouverner. Pour gouverner, il faut une large majorité, non seulement au Parlement mais dans le pays. Et il faudra bien que la majorité se rassemble et se retrouve, que M. Balladur ou que M. Chirac soit en tête. Naturellement, moi je ferai tout pour que ce soit M. Balladur. M. Pasqua, je vous remercie. Je vous remercie.
Monsieur Lionel Jospin, lui, a présenté son comité de soutien aujourd'hui. Il est présidé par Monsieur Jacques Delors, Guylaine Chenu, Jean Corneille. Reportage. Intellectuels, artistes, hommes de science, ils sont venus, ils étaient là, presque étonnés de se retrouver ensemble, aussi nombreux. Car c'était l'heure pour la famille de gauche de compter ses soutiens pour le candidat Lionel Jospin, au moment où certains ont choisi de suivre Jacques Chirac. La gauche, elle est toujours là. Je vous rassure, elle n'a pas donné une procuration, fût-elle partielle, à un autre candidat pour la représenter ou pour l'expliciter. J'ai été un peu choqué ces derniers temps, comme un certain nombre de mes camarades que je vois ici, heureusement, de penser que nous autres, les acteurs, nous étions tous devenus chiraco-marxistes, qui m'ennuyait profondément. 400 signataires, peu de nouvelles recrues et une foule d'habitués de la génération Mitterrand. Cette fois, le candidat a changé et beaucoup le découvrent. Plus le temps passe, plus les événements avancent, plus le monde se bouleverse, plus on n'y comprend rien, plus je comprends de mieux en mieux que je voterai toujours à gauche. De plus en plus, on a l'impression que c'est quelqu'un de crédible, quelqu'un de combatif et d'honnête, ce qui ne fait pas de mal par les temps qui courent. On dit parfois, et ça m'excède, qu'il n'a pas de charisme. Alors là, je trouve ça stupide, je voudrais en parler. Je trouve que c'est comme si on veut vous les créditer qu'on est dans une société du spectacle, en effet, et qu'on est en train de voter pour un acteur et pas pour un président. Voilà qui est fait, et chacun a été remercié par le candidat pour ce geste de soutien traditionnel à un moment difficile pour la gauche. Première d'un spectacle ce soir à la Cigale à Paris. Il s'agit d'un spectacle satirique joué par des jeunes de Vaux-en-Velin dans la banlieue de Lyon. C'est l'association Agir, mise en place par Martine Aubry, qui a permis la réalisation de ce projet parrainé par Guy Bedos. On les retrouve tout de suite après, mais d'abord une idée de ce spectacle. Maryse Burgot, Raymond Chaplard. Il y a quelques petites choses absolument à recentrer du point de vue de l'humeur et des intentions, c'est-à-dire sur le jeu d'acteur uniquement. Dernier conseil du metteur en scène avant le spectacle. Dans quelques heures, ils seront sur scène. 10 jeunes de Vaux-en-Velin, ex-chômeurs, aujourd'hui comédiens. 10 jeunes prêts à prouver qu'ils peuvent aussi brûler les planches et pas seulement les supermarchés. Putain, tourisme à la carte, ça marche en ce moment. Et surtout le tourisme à la carte de séjour. Il y a une grosse agence qui frappe fort là. C'est Air Pasqua. Vous savez, la compagnie de charter. Putain, difficile de s'aligner. Ils cassent les prix. C'est dans leur cité au nord de Lyon qu'ils ont peaufiné les textes du spectacle. Dans la dérision, on y parle de Charles Pasqua et des lois sur les étrangers. On y parle contrôle de police, chômage et exclusion. On y parle de la vie en banlieue, tout simplement. Je suis chez mes parents, pas de boulot. Quand j'en trouve un, c'est un cesse, c'est 4 heures par jour. Ça en fait en plus qu'autre chose. Voilà, c'est ça. Je vis pas comme tout le monde. Je prends pas mes 15 jours de vacances au ski au mois de février. Je prends pas mon mois à la mer en été. Voilà. Le normal, on l'a pas. Ce que tout le monde a. On est obligé de se battre pour ce qu'on devrait avoir. Normalement, on est obligé de se battre pour l'avoir. Alors c'est pas logique. Ne serait-ce qu'un boulot ou une place dans une usine minime. 8 heures par jour, quoi. Le boulot normal. Moi, je dis au mec, pourquoi vous nous contrôlez nous deux? On n'est pas deux dans l'arme. Alors, un des deux flics me répond, ça fait trop longtemps que vous êtes assis devant cette librairie. Le libraire pense que vous êtes en repérage et que vous préparez un mauvais coup. Attaquez une librairie. N'importe quoi. Quartier libre ou la chronique drôle et caustique d'une banlieue en 1995. Alors venez, nombreux. Et nombreuses surtout. Quartier libre, la banlieue sur scène. Jusque-là pas pris. Martine Aubry, Guy Bedos, bonsoir. Martine Aubry, vous êtes donc à l'origine de cette initiative avec votre association Agir. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous lancer dans cette affaire? Est-ce que ce sont ces jeunes qui sont venus vous voir? Est-ce que c'est vous qui les avez contactés? Bien, c'est plutôt Guy Bedos qui est venu voir la Fondation Agir contre l'exclusion en disant je souhaite faire quelque chose contre l'exclusion. Et on a eu l'idée de monter un spectacle, d'essayer de faire parler des jeunes de ce quartier de Vaux-en-Velin
de leur donner pour une fois la parole, pour qu'ils parlent eux-mêmes de leurs conditions de vie, du chômage, de la drogue, des difficultés, mais aussi, et je crois que c'est ça qui est formidable et touchant, de leurs rêves, de leurs espoirs. Et on a ce spectacle absolument formidable, à la fois drôle, poétique, touchant, extrêmement touchant, grâce au talent de Guy Bedos, qui les a beaucoup aidés, du réalisateur Didier Vignali. Je crois que c'est la première fois qu'on voit sur scène des jeunes de banlieue qui parlent effectivement de leurs problèmes et de façon extrêmement moderne et forte. Guy Bedos, bonsoir. Je vous ai déjà entendu raconter votre premier contact avec ces jeunes. Au début, ils vous ont pris quand même pour quelqu'un qui venait comme ça pour se faire mousser, peut-être, non? C'est-à-dire qu'ils sont échaudés, hein. Vous savez, ils en ont vu d'autres. Donc, comme ils sont très intelligents, très instinctifs, eh bien, ils vont très vite et ça s'est arrangé assez vite entre nous. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrangé à un moment donné? Vous leur avez dit quelque chose ou ils se sont aperçus que vous étiez avec eux? Il y avait... Vous savez, je crois qu'ils sont assez aptes à reconnaître la sincérité de quelqu'un. Et bon, ça m'est difficile de dire là, à la télévision, que je suis un homme sincère, mais je suis un homme sincère. On vous croit sur parole. Guy Bedos, juste avant le reportage sur la cigale, je ne résiste pas au plaisir de vous en parler, il y a eu les comités de soutien à M. Lionel Jospin, il y avait des artistes. La semaine dernière, il y a des gens qui se sont rassemblés autour de M. Jacques Chirac, des gens qui étaient, disons, à gauche avant, comme M. Berger ou Frédéric Mitterrand. Ça va vous inspirer, ça, non, dans les jours qui viennent? Mais ça m'inspire, je suis sur scène un peu partout. Et qu'est-ce que vous en dites? Ah, ce sera difficile, il est trop tard dans le journal pour vous le dire, mais effectivement, tout ça, le spectacle de la comédie humaine et de ces élections présidentielles m'amuse autant qu'elles amusent M. Pasqua, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce qu'a dit M. Pasqua tout à l'heure? Mais moi, M. Pasqua est un personnage qui est... Il est parti, hein, vous pouvez parler, il avait des choses à faire. Central dans le spectacle. Il faut qu'il vienne un soir d'ailleurs, parce que ça devrait l'amuser tout ça. Il est beaucoup question de lui, de sa police, etc., sans manichéisme, mais tout de même, avec vigueur. Alors, Martine Aubry, ça vous fait beaucoup rire ce que dit Guy Bedos. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, alors? Est-ce que vous êtes... Je vous interrogez sur ces ralliements-là de l'entourage de M. Mitterrand autour de M. Jacques Chirac? Non, écoutez, moi je crois qu'il ne faut pas faire trop attention aux paillettes. Ça ne change pas fondamentalement ce que pensent les gens. Et d'ailleurs, les artistes tout à l'heure qui soutenaient Lionel Jospin en parlaient du fond plutôt, c'est-à-dire les solutions qu'il a au chômage, au logement, etc. Et je crois que ce spectacle est plein des problèmes de ces jeunes et je crois qu'on apporte une partie des réponses. Donc il faut venir à la Cigale, on est là pour parler de ça ce soir. Il y a eu un questionnaire Balladur il y a quelque temps. Eh bien, ce spectacle est une réponse. C'est une réponse au questionnaire Balladur. Oui. Une vraie réponse. Drôle et vive. Bien. Bah, écoutez, je vous remercie tous les deux. Donc, et je rappelle que ce spectacle commence donc à partir de ce soir à la Cigale, à Paris. On va passer maintenant à la mode pour se détendre et terminer ce journal. Mode automne-hiver 95. Ce soir, Chanel. Lorsqu'on parle prêt-à-porter, car il s'agit d'une collection prêt-à-porter du grand couturier, il ne faut pas oublier surtout le marketing. C'est très important. Marie-Josée Le Picard, Bernard Connard. Ça peut être ci, ça peut être ça. Ça peut être n'importe quoi, dit la voix sur la bande sonore. N'importe quoi, c'est vrai, pourvu que ça porte les codes de la maison Chanel. C'est ça le prêt-à-porter. Les fameux tweeds irlandais, les cardigans Chanel très allongés cette saison, mais légers, souples, couleur fluo et ton chiné. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les silhouettes. Boutonnage qui marque haut la taille sur jaquettes longues ou courtes. Karl Lagerfeld manipule l'image Chanel avec virtuosité. Chanel, c'est comme si je jouais un rôle. Vous voyez, je ne suis pas acteur, mais je veux bien jouer le rôle d'interpréter une image et de l'adapter à notre époque. C'est un jeu. Alors, le cardigan célèbre se transforme. Alors, les cachemires pastels sont brodés, siglés, du fameux escarpin, du célèbre camélia et du double C enlacé. Alors, les ganses sont interprétés sur des tricots en couleur contraste. Comme ci et comme ça, talons aiguilles et talons plats pour les mêmes tailleurs. Mousseline portée à cru pour faire rêver. Et en fond de podium, Chanel relance son vernis à ongles. Marketing, promotion, publicité, c'est pour vendre, n'est-ce pas? On en saurait faire assez.
20h50, tout de suite après le journal, donc la France en direct, je vous le rappelle, présentée par Bruno Mazur, invité ce soir le candidat Philippe de Villiers, soirée de débat sur France 2, après 22h30, ça se discute, Jean-Luc Delarue, 23h45, le dernier journal avec Philippe Lefebvre, demain matin, les 4 vérités, Rémi Roche recevra Henri Leclerc, qui est le nouveau président de la Ligue des droits de l'homme, quant à moi, je vous retrouverai à 13h, je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne, à demain.